Il y a ce document de recherche qui me trotte dans la tête depuis des années. Il montre qu'il existe un type particulier de problème, où plus vous êtes intelligent, plus vous risquez de vous tromper. Alors j'ai demandé à mon ami américain Wiley de sortir dans la rue et de poser aux gens les questions de l'étude pour voir si nous pouvions reproduire ces résultats. La première question du document concerne une étude fictive sur une crème pour la peau. Donc, dans cette étude inventée, les personnes souffrant d'éruptions cutanées sont assignées soit au groupe expérimental, où elles utilisent une nouvelle crème pendant 2 semaines, soit au groupe témoin, où elles n'utilisent aucune crème pendant cette même période. Et à la fin, ils comptent combien d'éruptions se sont améliorées, et combien se sont aggravées dans chaque groupe. Le tableau résume les résultats. Donc la question posée aux participants à l'étude était: la crème pour la peau a-t-elle amélioré ou aggravé l'éruption ? La question est un peu délicate, car elle nécessite un raisonnement proportionnel. Je pense que c'est mieux. Mieux ? Qu'est-ce que tu regardes, très rapidement ? Pour être franc, je regarde simplement la grandeur des chiffres. Si vous cherchez simplement le plus grand nombre, eh bien, c'est le groupe qui a utilisé la crème pour la peau, et l'éruption s'est améliorée. Donc ce nombre est plus grand que ce nombre ? Oui. Oui. Donc, vous pourriez conclure que la crème a fonctionné. Elle améliore les éruptions cutanées. C'est la réponse intuitive. Mais si vous examinez plus attentivement les données et utilisez un raisonnement proportionnel, vous réalisez que dans le groupe de la crème expérimentale, environ 3 fois plus de personnes se sont améliorées que de personnes qui se sont aggravées. Dans le groupe témoin, environ 5 fois plus de personnes se sont améliorées que celles qui se sont aggravées. Donc, en n'utilisant pas de crème, votre éruption était nettement plus susceptible de s'améliorer. En fait, il est juste de conclure que la crème, en moyenne, a aggravé les éruptions. L'auteur principal de cette étude était Dan Kahan. J'étudie la science de la communication scientifique. Lui et ses collègues ont recruté un échantillon nationalement diversifié de 1111 Américains pour participer. Mais avant de répondre à la question sur la crème pour la peau, chaque participant a été soumis à une série de questions pour évaluer leur numératie. Et la numératie, ce n'est pas tant la capacité à utiliser des mathématiques compliquées, mais vraiment à raisonner correctement sur des informations quantitatives. Les scores de numératie pour l'échantillon complet suivaient une distribution proche de la normale. Maintenant, si vous regroupez tous les participants ayant un certain score de numératie, disons regrouper tous les 0 ensemble, tous les 1 ensemble, tous les 2 ensemble, et ainsi de suite, quelle fraction de chaque groupe pensez-vous a répondu correctement à la question sur la crème pour la peau ? Les résultats correspondent exactement aux attentes. Oh, c'est des maths. C'est des maths. Chez un 5e des personnes, qui est un nombre plus petit, l'éruption s'est aggravée, donc la crème pour la peau n'a pas aidé. Donc ça ne l'a pas amélioré ? Ça l'a peut-être même empiré. Le score de numératie est corrélé positivement avec la proportion de participants ayant répondu correctement. Ouais, je ne pense pas que les chiffres signifient quelque chose pour moi. Parce que... Je pense que j'aurais besoin de savoir ce qu'est l'éruption et quelle est la crème que vous me donnez. Ceux ayant de meilleures compétences en numératie ont réussi à éviter la réponse intuitivement correcte. Qui laisse penser que ce sont juste des proportions. Je n'ai eu personne. Qu'est-ce que d'entrer dans les chiffres comme ça? C'est génial. Excellent. Vous avez raison. Et déterminer correctement que la crème a en réalité aggravé les éruptions. Ce qui n'est pas une grande surprise. Mais cette version de la question sur la crème pour la peau n'a été montrée qu'à certains des participants. Un autre sous-ensemble a vu exactement la même table, sauf que les en-têtes de colonne étaient inversées. Dans ce cas, la crème a effectivement amélioré les éruptions cutanées. Comment les groupes de numératie ont-ils réagi avec cette version ? Eh bien, encore une fois, les groupes de numératie les plus élevés étaient les plus susceptibles d'obtenir la bonne réponse. Mais en dessous d'un score de numératie de 5, les résultats étaient de plutôt bas. Cela pourrait être dû au fait que même sans aucune raison numérique, la plupart des gens pourraient s'attendre à ce qu'une crème pour la peau améliore une éruption cutanée, ce qui se trouve être la bonne réponse dans ce cas. Mais le véritable but de l'étude n'était pas de comprendre l'impact de la numératie sur notre raisonnement avec les données. C'était plutôt de voir si autre chose influence notre raisonnement. Plus précisément, la politique. Si vous regardez à nouveau les données sur la crème pour la peau, mais séparez les participants selon leurs affiliations politiques déclarées, donc les démocrates libéraux contre les républicains conservateurs, il n'y a pratiquement aucune différence entre les groupes. Tous suivent le même modèle, quel que soit le parti.
Ce qui est délogique, car une étude sur la crème pour la peau est aussi apolitique que possible. Mais ce que les chercheurs ont fait avec l'autre moitié des participants était l'opposé. Au lieu d'une crème pour la peau, ils ont présenté une étude fictive sur le contrôle des armes à feu. Au cas où vous ne le sauriez pas, les démocrates croient généralement que le contrôle des armes à feu réduit la criminalité, tandis que les républicains croient qu'il augmente la criminalité, parce qu'il retire les armes des mains des bons gars, qui pourraient prévenir ou dissuader la criminalité. Donc, dans leur étude inventée, les villes ont été divisées en deux groupes. Celles qui avaient récemment adopté une législation rendant illégal le port d'une arme à feu dissimulée, et celles qui n'avaient pas une telle législation. Au cours de l'année suivante, les taux de criminalité ont été surveillés pour voir où la criminalité a augmenté et où elle a diminué, et les résultats sont résumés dans le tableau. Comme pour l'exemple de la crème pour la peau, c'est exactement la même chose, sans surprise. Bien sûr, il y avait deux variations, une où le contrôle des armes à feu a diminué la criminalité, et une autre où il l'a augmentée. Maintenant, si vous regardez les résultats en fonction de l'orientation politique, ils montrent une image très différente. C'est évident, si vous avez des armes dans une ville, les gens vont se tirer dessus. Et vous savez, si vous n'avez pas d'armes et que vous les interdisez, les villes vont évidemment avoir moins de criminalité. Mais le truc, c'est que vous ne pouvez pas simplement confisquer les armes des gens et les déclarer illégales, vous voyez? C'est un peu comme les drogues, en fait. Attends, mais ces chiffres. Comment es-tu arrivé à cette conclusion? Lorsque les républicains voient le tableau où la bonne réponse est que les lois sur le contrôle des armes augmentent la criminalité, alors la précision s'améliore avec l'augmentation de la numératie, comme auparavant. Mais pour les républicains qui voient le tableau où le contrôle des armes diminue la criminalité, eh bien, les compétences en numératie n'affectent plus la précision. Ceux qui ont un score de numératie de 7 ou 8 sont à peine plus susceptibles de répondre correctement que ceux qui ont un score de 0 ou 1. Alors là où le crime s'est amélioré, il peut y avoir des crimes qui ont été évités parce que les armes étaient légales, et les crimes qui se sont aggravés, qui auraient pu être d'autres crimes pas liés aux armes, vous savez? Et la même chose est vraie en sens inverse pour les démocrates. Les personnes qui ont des facilités avec les chiffres reconnaissent facilement que le contrôle des armes a réduit la criminalité lorsque c'est la bonne réponse. Mais si les données montraient que le contrôle des armes augmentait la criminalité, alors tout à coup, la numératie n'aidait pas. Comme pour l'exemple de la crème pour la peau, il s'agit exactement des mêmes données. La seule différence est maintenant que ces données sont présentées dans un contexte politique. Et la plus grande différence se trouve parmi les personnes les plus aisées avec les chiffres. Elles obtiennent des scores nettement inférieurs à ceux attendus. Les personnes à faible numératie ont environ 25 points de pourcentage moins de chances d'obtenir la bonne réponse si cette réponse menace leur idéologie que si elle est conforme à leur idéologie. Cependant, les individus avec une forte numératie ont 45% moins de probabilité de répondre correctement. Plutôt que d'utiliser leur capacité mathématique pour arriver à la bonne conclusion, ils l'appliquent d'une manière ou d'une autre, sélectivement, pour justifier la conclusion qu'ils croyaient déjà auparavant. Des armes illégales, moins de crimes. Des crimes illégaux. Ouais, je veux dire, je n'aurais pas pensé ça. Plus la numératie augmente, plus les gens sont divisés sur l'efficacité ou les risques du contrôle des armes à feu. La même chose avec la fracturation hydraulique. Il en va de même pour le réchauffement climatique. Nous voyons la polarisation conditionnée par la numératie. Nous observons le même effet lors de différentes mesures de la compétence en raisonnement. Les personnes qui ont une grande culture scientifique sont plus polarisées que celles qui en ont peu. Les personnes à l'esprit ouvert et actif constatent une polarisation accrue et non réduite à mesure qu'elles développent leurs compétences dans ce mode de pensée. Sur la base de ces données, j'aimerais les examiner et vérifier toutes les sources. Les gens se citent souvent les uns les autres, créant ainsi des sources provenant d'autres sources. En somme, les chiffres ne reflètent pas la réalité. En regardant cela de manière pragmatique, le terrain de jeu semble assez équilibré ici. Assez équilibré? Oui. Maintenant, tout le monde veut croire qu'il est rationnel, qu'il pourrait changer ses croyances à la lumière des preuves. Si vous rencontriez des preuves sur une question politique que vous considériez comme de bonnes preuves, que vous avez fait vos recherches, mais qui contrediraient votre conviction politique sur cette question, comment réagiriez-vous à cela? Je me considère un peu ouvert d'esprit à cet égard. Soyez au moins ouvert à l'apprentissage. Si c'est sur papier et que c'est comme ça, je devrais m'y conformer. Je vais devoir y faire face. Je ne peux pas dire, mais j'ai l'impression que c'est différent. Tout ce que je vois ici,
Ce sont des gens qui continueront à avoir des convictions partisanes, quelles que soient les preuves, tout en se berçant de l'illusion qu'ils sont parvenus à ces convictions par une réflexion indépendante et sobre des faits. La vérité est que la plupart du temps, nous croyons ce que nous croyons pour nous intégrer à notre tribu. Et cela, de la manière la plus importante et hautement rationnelle. Parce que les humains sont des créatures très sociales, et pendant la majeure partie de notre évolution, nous avons dépendu les uns des autres pour survivre. Être ostracisé du groupe est presque aussi mauvais que de tomber d'une falaise, si nous remettons en question le statu quo en rejetant ce que ceux qui nous entourent acceptent comme vrai. Nous mettons en péril notre place dans la société. J'ai appris que les gens ne sont pas aussi différents que nous le pensons. Qu'il y a tellement de similitudes entre chaque côté que nous pensons ne rien avoir en commun. J'ai assisté à des réunions Zoom du parti opposé et c'était un peu effrayant parce qu'ils sonnaient exactement comme mon côté. Cela vous fait réfléchir à ce que nous pourrions accomplir si nous n'avions pas ce fardeau. Et je pense que ce serait un monde assez différent et assez extraordinaire si nous parvenions à comprendre cela. Alors, que faisons-nous à ce sujet ? Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait une solution facile, mais Kahan a identifié quelques angles qui pourraient fonctionner. L'un d'eux est d'éviter le discours partisan. Au lieu d'aborder des sujets polarisants comme les armes à feu ou le climat, concentrez-vous sur des politiques locales concrètes et utilisez un vocabulaire neutre. Pas de mots à la mode qui pourraient déclencher une pensée tribale chez quiconque, pas de diabolisation de l'autre côté, juste des solutions constructives qui ont du sens compte tenu des données. Un exemple vient du sud-est de la Floride, où un groupe bipartisan de législateurs s'est uni pour agir sur l'élévation du niveau de la mer. Les plans ne débattent pas de savoir si le changement climatique est d'origine humaine ou non. Ils se contentent de traiter les défis existants auxquels sont confrontés les résidents. L'autre chose est de favoriser un état d'esprit curieux. Les personnes intéressées par la science sont peut-être plus enclines à examiner toutes les preuves, même celles qui sont contradictoires avec leur idéologie politique. Avec l'augmentation de la compréhension scientifique, vient généralement une polarisation croissante sur les sujets politiques. Mais avec une curiosité scientifique croissante, cette même augmentation de la polarisation n'est pas observée. C'est un début. Je ne vais pas prétendre avoir la solution. Les problèmes de ce genre sont probablement aussi vieux que l'espèce humaine elle-même. Ils sont simplement beaucoup plus évidents maintenant que tout le monde peut publier, tweeter, commenter et en gros crier fort dans cet espace numérique presque infini. J'espère simplement apporter une certaine prise de conscience. Les croyances de la plupart des gens ne sont pas formées par une considération soigneuse des données. Cela m'inclut, et cela vous inclut probablement aussi. Reconnaître cela est une première étape importante.